Bien que moi-même je faisais la même chose et, et partageant le même époque avec le reste, je ne comprenais pas exactement pourquoi dans l'art contemporain, les artistes choisissaient, les peintres surtout, faire toujours la même chose, et ça devenait des séries. Et c'était toujours la même chose avec les variations. Mais on ne comprenait pas, en fait, on acceptait cette rigueur et discipline, concentration, effectivement, fidélité à la couleur, aux lignes, dessins, matériaux. Et il ne changeait pas. Oui, la génération précédente, comme Picasso, etc., avait des époques, ce qu'on appelait dans l'histoire de l'art. Là, ils changeaient dans leur vie maximum 3 fois l'époque. Ils faisaient chaque fois. Ça aussi, c'était une discipline. Il fallait comprendre à partir de là. Mais je ne savais pas qu'il s'agissait de taoïsme. Ce n'est pas taoïsme lui-même, mais la discipline de concentration et de, je dirais, raréfaction. C'est ça. C'était le concept à la fois de Sartre et Michel Foucault. Même j'avais fait un film là-dessus, j'arrêtais, etc. Mais dans l'art spécifiquement, cette raréfaction, effectivement, quand on ajoute à ce concept insularisation, c'est pour ça que hier j'ai fait un film sur les archipels, c'est-à-dire le monde entier. Le film s'appelle à toutes les contrées du monde, parce que je considère le monde comme des archipels. C'est une nouvelle considération de géophilosophie en sériel. Il y a encore des icebergs à travailler. Et ces archipels, insularisation, effectivement, c'était un concept, mi-concept de Jacques Derrida dans le foi, à savoir quand il parlait d'une certaine désertification. C'est ça aussi, en fait. Et même chez le Blanchot, neutre. Pour ne pas dire neutralisation. Peut-être il faut distinguer. Mais effectivement, j'avais commencé à penser d'abord le neutre. C'est ce qui m'interrogeait sur le chemin. Le neutre, et on pense tout de suite en fait féminin, masculin, neutre, dans la logique du grammaire, mais c'est quand même autre chose. Et je sais qu'il y a une polémique avec le dialectique hegélien et marxiste dans ce développement conceptuel de neutre, mais il y a encore autre chose. Il a un vécu aussi. Quand il s'agit de Maurice Blanchot, il faut cerner, si on peut, les choses en fait, sans tomber dans la facilité. Neutre, c'est-à-dire comment on peut être neutre pendant une guerre entre l'Allemagne et tout le reste du monde, presque sauf l'Italie et le Japon, c'est-à-dire contre France encore finalement, c'est une guerre contre la démocratie corrompue de la, je suppose, France ou des États-Unis, selon l'optique de national-socialiste, etc. Mais tout a une histoire, ça ici, et Blanchot connaît bien les précédentes, c'est-à-dire l'histoire des idées, en tout cas, Hegel lui-même, et il fait un discours de neutre. Pas tout à fait contre Hegel, c'est une, pour lui, c'est une proie facile,
Mais contre Platon ou contre Parménide, n'est-ce pas, en dehors de être ou non-être, comment on peut envisager troisième genre qui serait neutre? Vieille question, effectivement. Quand on tombe dans les mythologies, il y a beaucoup de nuances dans la palette des couleurs et des sonorités, à commencer par androgyne, n'est-ce pas? Neutre, figure de neutre, et figure qu'on fait à travers castration tout simplement, qu'on fait naître, c'est-à-dire on produit des castrats, c'est-à-dire cantatrices. Il y a toute une tradition, toute une lexique, toutes les pratiques, et sans penser tout cela, et on peut bien sûr spéculer sur le neutre. On peut plaidoyer pour le neutre, mais l'histoire attend là. Je dirais même, quand je dis histoire, pourquoi, je ne sais pas, je pense à histoire de Vatican en fait, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est simple institution qui a une histoire, pas vraisemblablement. Et ni les autres, c'est-à-dire, il devait y avoir une histoire de mec, ou bien de mec, pierre noire de mec, c'est-à-dire Abraham, le fils d'Abraham. Eh bien, où est le neutre? Où est le neutre? Là où il y a toute suprême divinité comme Moïra, il y a vraiment une neutralité, impartialité totale. Là, vous avez compris maintenant qu'est-ce que ça veut dire neutre. Neutralité, sans prendre parti dans la dialectique, sans tomber dans la singularité, dans l'empiricité des enjeux sociaux, toujours contingent, devenir neutre du côté de l'être. Ontologie heideggerienne aussi, c'est neutre. Eh oui, à mon avis. Surtout neutre après Hegel, surtout neutre après Karl Marx, qui était quand même finalement un Allemand, un philosophe qu'on peut considérer allemand et philosophe. Voilà, devenir neutre, ça devrait avoir un rapport avec le vieillissement du monde. Mais en Chine, c'est-à-dire pour moi, c'est-à-dire dans le taoïsme, comme je ne connais pas la Chine entière, dans le taoïsme aussi, il y a un neutre. Dans la voie, il faut trouver le neutre. Les pauvres hellénistes stoïques avaient en toute hâte inventé l'ataraxie du neutre, neutraliser, se faire neutraliser, non pas naturaliser, non pas du tout se faire naturaliser, c'est le peuple, c'est les orphelins, et eux aussi ils sont neutres, ils doit être neutre, c'est-à-dire ce qui reste d'une grande guerre, les orphelins, les rescapés, ceux qui changent la religion, les esclaves libérés, tout ce peuple-là, peuplum, ils devraient être neutres, c'est-à-dire soumis, tout en étant sujet animal, et je ne dirais pas sujet humain, parce qu'il n'y a pas une conception de subjectivité comme sujet animal. J'en montre pas, je constate que la plupart du temps, les gens, ils sont leurrés par la grammaire des langues indo-européennes,
même en turc aussi, en fait, c'est contagieux. Il dit je veux ou je ne veux pas, ça me convient, ça me convient pas, je trouve bon, je trouve que c'est moche, je trouve qu'on peut reconsidérer le lendemain, etc. C'est-à-dire une subjectivité fallacieuse qui prend ses racines d'une illusion grammaticale, un point optique qui donne une illusion optique qui permet à des propos, et ces propos et discours propagent de manière contagieuse et virale. Là, ça fait un effet de sujet. Là où il n'y a pas de sujet, on produit des effets de sujet. Effectivement, ça, j'en conviens. Il n'y a pas de sujet, il n'y a que des effets de sujet. Et sinon, il n'y aura pas de sujet. Tout simplement. Il n'y a que des pauvres vivants pris par les conditions de la vie, soit esclaves, soit maîtres. Ça nous égale dans cette neutralité, et il fait en fonction de sa fonction, et il fonctionne en fonction de son fonctionnement, etc. Donc il n'y a pas de sujet, il n'y a que de cadres, des fonctions, comme Georges de Mézy appelait sa théorie justement trifonctionnalité. Parce qu'il n'y a pas de substance, il n'y a que des fonctions à remplir. Là, c'est une loterie Babylone. Et si vous êtes dans une fonction, là, vous restez dans votre fonction. Si vous le faites de passage, là, il faut payer les... Je dirais, j'amende. Vous devez payer des impôts. Non, je dirais, j'amende extrême-onction. Pourquoi? Enfin, je ne peux pas expliquer. Etc. Mais c'est pour parler de fluidité et transversalité entre les castes, entre les fonctions, entre les cadres à remplir les cases vides. Mais les cases vides, voilà. Maintenant, je passe à un autre registre. Comment on peut... Est-ce qu'il y a des cases vides ad aeternum ou subspecie Spinozae, ou est-ce qu'on peut, par exemple, un souverain, un noyau de décision, s'il existe, une partie, une bureaucratie, est-ce qu'on peut dessiner, construire, au moins essayer de construire des cases qui au départ vides, pour vous qu'on a, enfin, en l'espérance et en la volonté que sera rempli. Et dit, constructionnisme de Constantine ou de Justinien concernant Constantinopolis. C'est valable pour toute ville romaine. Eux, ils construisaient des villes, ou bien ils élargissaient, ils transformaient, métamorphosaient un village, une bourgade britannique en une ville, comme Édimbourg, Liverpool, etc. Bon, Liverpool, c'est un port, donc c'est encore plus compliqué. Les Phéniciens, qu'est-ce qu'ils faisaient, n'est-ce pas? Comme c'était marin, là, la loi, c'est-à-dire le sujet, pour ne pas dire la loi,
c'est l'autre nom de la loi. C'est l'effectivité en travail, c'est-à-dire toute cause efficiente, commerce maritime, les corsets dans la Méditerranée, les grandes films de transport des objets, de marchandises. Donc le sujet, c'est toujours un frame, un cadre, un réseau, d'où vient cette idée, ou métaphore, c'est la même chose, de l'araignée, toile d'araignée. Voilà, il faut se consulter à ces cartes, si vous voulez Piriréis, si vous voulez les autres cartes. Là, dans la mer, il y a des lignes, n'est-ce pas, lines. Eh oui, il y a des ports, entre les ports, il y a des rapports. Il y a des rapports bizarrement très stricts, qui sont un peu loin quand même, entre Venise ou Genoa et Constantinopolis et Istanbul. Imaginez les autres insularités, les archipels, partout dans le monde, surtout dans l'Océanie, autour de l'Australie et l'Asie sud-est. Mais mon propos, bien sûr, c'est pas faire de la géographie, là. C'est, quand je dis désertification, insularisation, archipélisation, c'est à la fois un mouvement viral qui se propage, propension, c'est encore taoïsme, et une sorte de capitalisme aussi, mais qui n'est pas la même chose. Ce que je veux dire en ce qui concerne île, d'abord, désert, raréfaction, individualisation, devenir port de soi-même, port d'entrée, port de sortie, porte, une sorte de porte au sens cybernétique du terme, qui ne se résume pas à une logique binaire de vie et non être ou non-être par médium cybernétique. Ça, ce sont de graves accusations à la manière de Jean-François Lyotard. N'est-ce pas? En fait, on est de la même génération quand même. On a connu Norbert Wiener, cybernétique, révolution électronique, qui a abouti à ça. Là, on fait une finale somptueuse, comme Platon a fait après la chute des Athéniens, et comme Aristote a fait après la chute de le monde ou ouverture et chute du monde hellénistique, alexandrien. Eh bien, mes enfants, quand je dis il, ma référence était Foi et savoir de Jacques Derrida, donc il parlait d'une scène d'Apocalypse. Justement, il écrit le livre pénultime les évangiles canonisés, s'intitule l'Apocalypse de Saint Jean, qui aura écrit ce poème apocalyptique, messianique, à la fin des temps, dans l'île, dans la mer d'Égée, dans une île d'abord. Son nom, c'est secondaire. Et il aura pu écrire comme Moïse dans le monde de Sinaï, ou Moria, je crois, le monde de Moria. Il y a beaucoup de mondes ou montagnes, monde des olives, le monde de Merva et oui,
en référence à cette histoire de femme, Agar, la femme d'Abraham, l'esclave chassé avec son fils Ismaël, a donné des noms et des lieux sacrés que les musulmans célèbrent pendant le pèlerinage. Merve et Sefa Tepeleri, les monts de Merve et Sefa ou Safa. Là, pourquoi ces deux noms, je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer, mais ça concerne les efforts d'une mère pour trouver de l'eau, une source d'eau dans le désert aride, donc dans une île aride, à son fils, qui est chassé par son père, tout simplement, pour la raison divine, qu'on ne peut pas savoir. Donc les Moïra, ils ont fait leurs affaires, ils ont chassé, et la femme et son fils, son progéniture non légale, selon une nouvelle loi, etc. C'est-à-dire que grand crime dans l'éthique humaine, au sens éthique et gardien, mais une justice, c'est-à-dire un examen, un arbitraire, quand il s'agit de loi divine, en l'occurrence, Yehovah, Elohim, son nom, Allah, Ilah, etc. Passons. Voilà, l'histoire est Shem constituant et peut être déconstruit à travers le mouvement d'insularisation, c'est-à-dire devenir seul face à quoi? Devenir seul face. Faire face, point, c'est-à-dire il ne s'agit pas de quelqu'un précis ou ampli. Faire face. Ce qui singularise un visage chez Lévinas, qui n'a pas insisté peut-être suffisamment sur cet aspect de révolte de l'individu, c'est-à-dire un otage, oui, comme Jonas, otage de Dieu, et tant mieux. Mais Jonas, il n'était pas otage de Dieu, il était otage de marins et de Méditerranée. Oui, dès qu'il est devenu otage de Dieu, il s'est fait un otage esclave persécuté des marins en chair et os, bon vivant, des marins de Méditerranée. Ce que je voulais dire, il a essayé, il a cherché, il l'a trouvé. Il n'a pas cherché, on l'a trouvé. Les deux est possible. Donc, insularisation, archipélisation, désertification, raréfaction, devenir seul, devenir individuum et visage qui fait face, tout en étant, bien sûr, Aristote a raison, nous pathéticos, quelqu'un quand même passible de certaines choses. Avant d'avoir des passions, on est passionné. Je dirais, on est passionné, c'est-à-dire on est curieux, parce qu'on a des données des drames, on nous présente une gamme de tragédies, une gamme de
labyrinthe de dalles, je dirais, en fait. Une tragédie se fait très logiquement avec une labyrinthe de dalles. Vous choisissez ceci ou cela. Lévi-Strauss, quand même, dans l'analyse de Oedipe, a un peu essayé cette analyse structurelle de labyrinthe. Tout simplement, c'est un schématisme algorithmique assez aristotélicien, mais Aristote n'est pas apte à faire produire de bons drames, mais juste leçons didactiques, pédagogiques. C'est ça qu'il faut j'arrête, parce que pour l'instant c'est complet. Mon leçon. On peut résumer la situation à peu près comme ça. Je cherche des réponses à des questions que je n'ai pas posées précisément, clairement, et j'en trouve des réponses à des autres questions qui sont elles-mêmes absentes. Et j'en prends ces réponses comme les réponses à mes questions qui n'existent pas. Donc, le résultat s'avère de l'art. Voilà ma définition de l'art actuel.